Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue certifiée installée sur Vichy depuis 5 ans. Auparavant, j'étais installée en région parisienne et je suis à mon compte depuis 1999. Aujourd'hui, je voudrais pour cette vidéo de rentrée, c'est le retour, j'espère que vous avez passé de belles vacances, eh bien je voudrais parler avec vous d'un sujet qui est pourquoi exposer vos galères aux autres vous rend vulnérable. Pourquoi parler de vos problèmes aux autres vous rend vulnérable? Alors voilà, c'est un sujet qui revient souvent au cabinet et parfois même je peux me laisser contaminer par certains clients qui sont extrêmement négatifs ou qui vont demeurer sur leurs acquis négatifs, c'est-à-dire, eh bien, je suis quelqu'un de malchanceux, j'ai toujours été malchanceux, ou bien j'ai toujours des problèmes de santé, j'ai toujours tel ou tel problème, et ça revient sans cesse dans ma vie, et je suis comme ça, je n'y peux rien, je n'ai pas de chance. Donc, bien sûr, ce discours-là, il est assez... Alors, en tant que thérapeute, c'est tout à fait normal de l'entendre, mais dans la vie de tous les jours, imaginez que vous ayez une amie, une connaissance, voilà, un voisin peut-être, un collègue de travail, qui expose ses galères à tout le monde toute la journée. Alors pourquoi exposer finalement nos galères, et même si c'est pas à longueur de journée, mais si c'est régulièrement de façon pérenne, pourquoi ça nous rend vulnérables? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Alors, il y a des années, dans ma jeunesse, j'arrivais dans un nouvel établissement scolaire et il y avait quelques personnes que je connaissais déjà de mon ancien établissement. Et puis bien sûr, le reste, 99%, c'était de l'inconnu. Et donc, un jour, dans le bus, je rencontre un garçon qui était avec moi au collège, que je connaissais bien. Et il me montre quelqu'un et il me dit, cette fille, surtout, ne lui parle jamais, ne la regarde jamais, ne répond jamais à ses sourires, ne lui sourit jamais, n'établit aucun contact avec elle. Alors bien sûr, j'étais intriguée puisque c'est une jeune fille qui avait l'air d'être tout à fait ce qu'il y avait de plus normal et sympathique. Et il m'explique, cette fille-là, c'est une véritable galère. Il lui arrive que des galères, elle raconte ses galères tous les jours, elle est tout le temps malade, elle a des galères dans la famille, ses parents sont tout le temps à l'hôpital, elle a tout le temps des problèmes, elle a même des problèmes imaginaires et plus personne ne la supporte. Et si elle vient, entre guillemets, se mettre le grappin sur toi, tu vas passer une année scolaire vraiment pitoyable. Non, ne lui parle pas. Bon. Donc comme c'était quelqu'un qui était avec qui j'étais en contact depuis longtemps et qui était quelqu'un d'intelligent, hein, apparemment à première vue, bon, j'ai suivi son conseil pendant un certain temps. Puis un jour, je sais pas, j'étais dans le bus et je pensais plus à ça, j'avais plus ça en tête et cette fille-là commence à me sourire. Alors moi, naturellement, je lui souris aussi, je lui rends son sourire. Et puis la fois d'après, elle vient me voir, elle commence à parler. Et puis bah ça y est, j'avais franchi le pas qu'il fallait pas franchir. Il m'avait pourtant prévenu. Et donc bah, cette fille n'arrêtait pas de m'appeler tous les soirs. Elle avait mon téléphone, donc elle me téléphonait sans cesse. Elle venait me voir le week-end, même quand j'avais pas prévu de la voir. Elle venait sonner chez moi. Elle demandait à mes parents si j'étais là, etc., etc. Bon, moi j'étais jeune, j'avais 15 ans. Hein, j'étais loin de m'imaginer cet engrenage dans lequel j'avais mis le pied. Et donc, eh ben, effectivement, c'était pendant des heures et des heures. Il n'y avait jamais rien qui allait, quoi. Elle avait toujours quelque chose de cassé. Elle avait toujours une maladie, parfois qui n'était pas prouvée. Alors elle disait oui, mais les médecins l'ont pas trouvé, mais je l'ai. Donc elle était un peu, elle avait une base comme ça, hypochondriaque. Et puis en plus, il lui arrivait que des malheurs. Elle allait dans Paris, il y a un fou qui lui sautait dessus, qui essayait de lui couper les cheveux avec un ciseau, des choses comme ça, des choses folles. Et elle leur racontait toute la journée, du lundi au dimanche, elle racontait tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Bon, et puis cette fille-là, finalement, après, elle a eu la chance de pouvoir partir, de s'émanciper un peu, et puis de partir un an aux États-Unis. Et donc, bah, c'était plutôt super pour elle. Et quand elle est revenue de là-bas, elle parlait bien, donc elle a trouvé un bon poste dans une société américaine en France. Et donc, on aurait cru que c'était bien parti. Et puis, au bout de quelques mois, et ben, ça a tourné au vinaigre. Elle s'est faite, on l'a mise à la porte, hein, en disant qu'elle était trop négative et qu'elle était difficile à supporter pour ses collègues. Vous voyez, elle n'était pas assez dynamique, pas assez motivée, etc., etc.
Et puis après, elle a trouvé des petits copains. Et au bout de 3 4 mois, elle finissait toujours par être battue. Donc, et puis finalement, elle s'est mariée. Et puis elle a fondé une famille et ça va jamais, ça va toujours jamais. Il y a toujours des problèmes, en permanence des problèmes. Donc quand c'est pas elle qui est malade, c'est son mari. Quand c'est pas son mari, c'est les enfants. Toujours des problèmes avec les organismes, je sais pas, des fois les services sociaux, les associations, les écoles, les loisirs de ces enfants. Il y a tout le temps que des problèmes. Donc vous voyez, cette fille, elle a fait 1 an aux États-Unis, elle est revenue avec un super bagage et à l'heure actuelle, elle devrait avoir une vie, alors je dis pas merveilleuse, mais en tout cas, elle a un bon diplôme, physiquement, elle est bien, c'est pas une tête mal faite, elle est intelligente, c'est une fille qui est intelligente et pourtant, eh ben, le fait d'être sans cesse focalisée sur ses problèmes, eh ben, ça la rend plus que vulnérable face à la vie, face aux autres, face à sa situation. Et ça fait des années et des années que ça dure et maintenant c'est pas à 50 ans que les choses vont changer miraculeusement à moins d'un gros travail sur soi-même. Donc pourquoi exposer nos galères aux autres nous rend vulnérables? Pourquoi exposer vos galères aux autres régulièrement vous rend vulnérable? Au-delà de cet exemple de cette copine hypochondriaque, malchanceuse et tout ce que vous voulez, eh bien, spontanément, même si je sais que c'est quelqu'un qui est super gentil, elle a un super fond, c'est une fille super gentille, et bien dans le fond, eh bien, c'est c'est quelqu'un que je ne choisirai pas, je ne lui donnerai pas des responsabilités, ni par rapport à mon travail, à mes enfants, à je ne sais quoi, je ne lui donnerai pas de responsabilité. Je partirai pas non plus avec elle en vacances. Hein, si elle me propose de partir en vacances, non, ça va commencer. On va commencer par regarder un bon hôtel et puis on va finir dans quelque chose où il va y avoir que des problèmes, un bouge où il y aura que des problèmes. Ça, souvent c'est comme ça, c'est-à-dire qu'elle voit les choses au début c'est bien et puis elle voit à la hausse et puis de plus en plus elle revoit tout à la baisse. Donc je ne vais pas partir en vacances par exemple euh, avec quelqu'un comme ça. Estimer ce genre de personne, c'est très compliqué. J'ai beau essayer, la porter dans mon cœur depuis longtemps, savoir qu'elle est gentille, etc. Et ben c'est quelqu'un que j'arrive pas à estimer, peut-être parce que le fait qu'elle se plaigne en permanence, et ben ça la rend pas épanouie. Voilà. Peut-être que du coup on vibre pas pareil. En tout cas, elle vibre pas ce que j'aimerais recevoir. Donc voilà. Euh, il y a une différence entre parler d'un problème à quelqu'un, vous travaillez en équipe, il y a un problème et vous voulez résoudre ce problème. Donc vous en parlez, comprenez bien qu'il y a une différence entre parler d'un problème à résoudre et parler de problèmes insolubles sans cesse tous les jours. Il faut bien comprendre ça. Parce que des fois, on parle de nos problèmes, les gens comme ça qui parlent toujours de leurs problèmes aux autres, c'est comme pour se dédouaner. Tu vois, en fait, ce qu'ils vous disent, c'est, eh bien, j'ai obtenu peu, j'ai obtenu ça, mais c'est pas de ma faute. C'est la faute aux autres, c'est la faute à mon employeur, c'est la faute à la météo, c'est la faute au contexte en France, c'est la faute, voilà. C'est jamais leur faute. Et en principe, eh bien, ces gens-là, en cabinet, quand ils viennent et qu'on fait de la sophrologie, qu'on commence à aborder les choses de façon plus positive, eh bien, rapidement, la première étape, ça va être, ok, je prends ma responsabilité, ce qui m'est arrivé, c'est de ma faute. Par exemple, moi aussi, j'ai failli aller aux États-Unis, faire mes études, le début de mes études aux États-Unis quand j'étais plus jeune. Et puis, j'avais un petit copain que je voulais pas laisser. En fait, le petit copain, à cet âge-là, quand on a 18 19 ans, on peut voilà, rompre, trouver quelqu'un d'autre. C'est pas gravé dans le marbre. En réalité, j'ai beaucoup dit quand j'étais plus jeune, c'est la faute de mon petit copain si j'ai pas fait mes études aux États-Unis, mais non, pas du tout. C'est probablement que j'étais pas assez motivée et si j'avais été super motivée, je serais partie. C'est pas la faute du petit copain, c'est entièrement ma faute et ma responsabilité. Donc, parfois, les gens n'arrivent pas à dire que ce qui est, par exemple, ils ont différentes situations catastrophiques et ils n'arrivent pas à dire quel est le point commun entre toutes ces situations catastrophiques. Et souvent, le point commun, c'est leur simple présence ou un acte commis. Et c'est toujours pareil.
Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un euh, qui ne travaille pas depuis 30 ans quasiment, qui a très peu de job, une jeune fille, une femme comme ça qui n'arrive pas à travailler entre ses 20 et puis ses 55 ans. Bon, bah, elle a eu très peu d'emplois, elle n'est jamais arrivée. Et c'est toujours la même chose, c'est toujours la faute des autres. En réalité, quand elle passe l'entretien, on lui donne le poste. Mais quand elle arrive, ça fait pas 2 jours qu'elle est dans les murs, elle est déjà en train de viser le poste supérieur. Donc c'est un petit peu gênant pour les autres qui sont là depuis des années et qui eux aussi visent le poste supérieur. Elle arrive au bout de 2 jours et elle dit à tout le monde, ah, eh bien je travaille dans la comptabilité, bah, je vais aujourd'hui, dès aujourd'hui, m'inscrire dans un master de comptabilité à distance, comme ça, dans 1 an, je peux prendre, ou 2 ans, je peux prendre ta place. Et c'est comme ça dans tous les secteurs. Donc si on l'engage dans une grande chaîne de cosmétiques par exemple, et bah, au bout de quelques heures, elle sera déjà en train de fomenter la suite, de se dire eh bien là je vais m'inscrire en BTS esthétique, comme ça je vais tout leur passer devant et puis je vais faire telle chose. Pareil dans le management, dans n'importe quel emploi. Et donc elle ne tient pas 2 jours ou 3 jours parce qu'elle passe jamais, forcément comme elle dit à tout le monde que le poste lui convient pas et qu'elle va faire mieux, qu'elle va rester dans cette boîte mais faire mieux, et ben, on la garde jamais. Et en fait, ça fait 30 ans, 35 ans que c'est comme ça, et elle a toujours pas compris que le point commun de toutes ces situations, eh ben, c'est le fait de vouloir évoluer très vite, tout de suite. On ne peut pas évoluer, on arrive dans une société, il faut 1 an, 2 ans, 5 ans pour bien connaître ses rouages. Bien sûr qu'en 2 jours, c'est pas possible. Donc, voyez, souvent, quand on zappe la responsabilité, sa propre responsabilité dans ce qui nous arrive, eh ben, on va avoir tendance à exposer nos galères aux autres pour se dédouaner et dire c'est pas ma faute, c'est la faute au contexte, aux autres, etc., à mes parents, etc., etc. Donc, voilà, une différence entre parler d'un problème parce qu'il faut le résoudre et des fois il faut taper sur la table, taper du poing sur la table pour résoudre un problème, notamment en équipe. Certaines informations que vous livrez lorsque vous racontez vos galères vous rendent vulnérable et peuvent vous desservir par la suite. Alors je pense comme ça à quelqu'un, c'est une femme qui divorce et qui dit comme ça un jour où elle est fatiguée, elle dit à la meilleure amie de son futur ex-mari en fait, du père de ses enfants, qu'elle ne se sent pas capable d'élever les enfants toute seule, qu'elle se sent une mère inférieure, etc. Mais elle dit ça parce qu'elle est fatiguée ce jour-là. Et la meilleure amie, voilà, qui est amie avec les deux, mais davantage avec le père qu'avec elle, et ben, va témoigner en fait, va témoigner devant le juge en disant elle m'a dit elle-même qu'elle n'était pas capable d'élever les enfants. Donc vous voyez, des fois il y a des choses qu'il faut garder pour soi, parce que là c'était, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'elle avait lâché comme ça parce qu'elle était fatiguée ce jour-là. C'était pas du tout la vérité, c'était une mère tout à fait capable et responsable. Voilà. Avoir sans cesse des problèmes et les raconter, eh bien, les autres vont porter un jugement négatif sur vous. Parce que quelqu'un qui a sans cesse des galères, quelque part, voilà, on a beau décrier ça, eh bien, il ne répond pas aux normes sociales. On peut avoir des galères, ça arrive à tout le monde, de perdre quelqu'un, d'avoir un accident de voiture, de tomber malade, ça arrive à tout le monde, mais quand c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, et que on est tout le temps en train de pleurer, ça peut pas fonctionner. Alors, je me rappelle de mon entrée quand j'ai déménagé dans une école primaire, que j'étais petite, et j'étais complètement en plein syndrome d'abandon, à la fois de la part de mes parents qui travaillaient comme des fous, puis la rupture avec mon ancienne école et mes amis de toujours, etc. Et donc, j'arrivais, je crois que c'était le CM1, quelque chose comme ça, dans une nouvelle école, et j'arrivais et je pleurais tous les jours. Alors, au début, les premières semaines, la maîtresse, les élèves, tout le monde était oh, mais qu'est-ce qu'elle a, la pauvre. Tout le monde était gentil avec moi. Et puis, au bout de 3 semaines, eh bien, la maîtresse disait ah, c'est encore elle qui pleure. Et puis, tous les élèves m'appelaient la pleureuse, etc., etc. Vous voyez, les enfants sont cruels. Je ne suis pas restée une pleureuse longtemps, heureusement, je me suis remise après. Mais voilà, en fait, vous voyez l'exemple. Je vous donne un exemple de l'école primaire, mais en réalité, il y a des gens, c'est ça, quand vous les croisez, des voisins, des fois,
des amis, des gens qui vont sans cesse, ça va jamais. Et quand ils vous appellent, eh bien, c'est soit une liste de doléances pour l'avenir, soit une liste de problèmes. Et bon, bah, naturellement, je pense que vous estimez pas ces gens-là. Vous savez bien au fond de vous-même que si ils ont la poisse en permanence, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui cloche. Donc, à partir du moment où l'autre aussi vous dit tu devrais, bah oui, parce que quand on dit bah j'ai tel problème, tous les jours j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème, en face on va vous dire eh bien tu devrais ceci, tu devrais cela, tu devrais songer à ça, tu devrais faire comme moi. Et là vous êtes dans la perte de contrôle, vous n'êtes plus majeur, on vous infantilise. Donc si tout le monde, euh, si vous voulez, si tout le monde écoute vos problèmes, participe à vos problèmes, tout ça c'est comme un magma qui solidifie, qui gonfle, qui prend de l'ampleur dans votre tête, dans la tête des autres, dans l'énergie qui est autour. Tout ça, ça prend de l'ampleur et puis j'avais un ami comme ça, je le retrouvais des fois le soir. Alors c'est quelqu'un qui était quand même dans le milieu artistique, qui avait des très bons côtés. Il y avait des très bons côtés, notamment dans l'écoute, etc. Mais alors, pareil, c'était toujours que des malheurs et puis il n'était jamais satisfait de ce qu'il avait, quoi. Donc on pouvait lui proposer un super travail, c'était jamais assez. Voilà, il avait un ego démesuré et du coup, eh ben, il se rendait malheureux avec ça. Eh bien, croyez-moi, au bout de 15 minutes, 20 minutes, à l'entendre parler de ses problèmes, je commençais à me sentir mal. J'étais fatiguée, je bâillais, j'avais un peu mal au ventre, j'étais pas très bien. Et puis je lui disais, je vais rentrer chez moi. Je lui disais, je suis désolée, je vais te laisser, je vais devoir rentrer chez moi. Parce que bah, il me communiquait quelque chose comme ça, cette soupe énergétique négative. J'étais en plein dedans et bon, c'était quelqu'un de sympathique, de beau, etc. Quelqu'un qu'on pouvait fréquenter, qui était intelligent, qui avait fait des études, mais alors là, au niveau de la perception que j'avais de ses énergies à lui, bah, c'était négatif. Donc, vous vous exposez à des préjugés sur votre gestion du problème aussi, et à une forme de stigmatisation. C'est-à-dire que, eh bien, si vous avez toujours le même problème, par exemple, imaginons que j'ai un problème avec un problème récurrent et que j'en parle à tout le monde. Eh bien, au bout d'un moment, tout le monde va dire bah, elle ne sait pas gérer le problème, c'est tout ce problème-là avec ses enfants, elle ne sait pas le gérer. Donc, on va être stigmatisé, plus ou moins. Alors que parfois, il peut trouver des solutions sans s'épancher et raconter tous ses problèmes. Alors, il faut dissimuler, masquer ses problèmes pour ne pas perdre en crédibilité. Eh bien, ça dépend avec qui vous pouvez, avec votre conjoint, évoquer vos problèmes, peut-être avec vos parents de temps à autre, si vous ne voulez pas trop leur miner quand même le moral. Bon, vaut mieux éviter, mais on peut avoir quelques personnes qui nous soutiennent, mais il faut toujours se rendre compte que ce ne sont pas des psys. Les autres ne vont pas résoudre vos problèmes, vous êtes les seuls à pouvoir les résoudre, et même si vous avez un problème d'argent et que quelqu'un vous fait un chèque, le problème il va être juste repoussé. À un moment donné, il faut prendre aussi vos propres responsabilités. Alors, quelle est la différence entre la quête d'un soutien social et l'entrée dans un schéma répétitif? Bah, elle est moindre, hein. En fait, tout ça, la limite entre les deux, elle est vraiment fragile et légère parce que je vais mal, je vais donc en parler à quelqu'un, je vais être soutenue, recevoir du soutien, je vais me sentir mieux, puis le soutien va s'estomper et du coup, je vais recommencer à parler de problèmes pour obtenir de nouveau du soutien et je rentre dans le cercle vicieux du bénéfice secondaire que j'obtiens en me plaignant et en obtenant du soutien. Donc voilà, donc moi je vous incite plutôt, si vous avez des soucis, à régler vos problèmes, à voir un tiers, peut-être un thérapeute, ou en parler avec une personne dont c'est le métier, plutôt que d'exposer à tout le monde et à l'entourage ces problèmes récurrents. Et garder ces galères pour soi la plupart du temps, c'est quand même garder aussi un entourage et un environnement comme ça plus positif. Alors je vous reparle voilà, rapidement de mon livre qui est disponible au cabinet Voyage en Self-Love, qui va vous expliquer que l'amour de soi évite bien des problèmes et
bien des routines néfastes, bien des croyances qui ne servent à rien, des croyances limitantes. Voilà, vous avez 430 pages, il me semble. Voyage en self-love, il coûte 20 euros et vous pouvez me contacter directement. Je le vends au cabinet et bientôt dans des librairies, à la FNAC, etc. Pour l'instant, c'est juste à mon cabinet. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle rentrée et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Au revoir.